C'est une scène inimaginable à Paris ou dans la plupart des grandes capitales européennes. Plus de 4000 musulmans rassemblés pour prier, ensemble, sur la grande place historique de la ville, la place de la mairie. Chaque année, la municipalité de Copenhague laisse les fidèles se réunir pour fêter la rupture du jeûne du Ramadan. Le rassemblement est impressionnant. Bilal Shah a 37 ans. Il est venu accompagné de sa mère. Sur la place, il n'y a pas que des musulmans. Il y a des Danois, des Arabes musulmans, des Pakistanais, plein de nationalités qui se rassemblent. On a même un rabbin qui vient avec un message de paix. Ça fait chaud au cœur de voir ça. Parmi les personnalités qui font chaque année le déplacement, il y a même un ancien ministre de la Culture, cet homme aux cheveux gris. C'est un petit garçon de 10 ans qui lance l'appel à la prière au cœur de la ville. En marge de la place, la fête n'est pas du goût de tout le monde. Malgré un cordon de sécurité, des militants d'extrême droite tentent de s'inviter. Les Arabes dehors, vous n'avez rien à faire ici. L'islam devrait être interdit au Danemark. Ils sont vite écartés par les policiers. D'autres prennent le relais depuis la fenêtre d'un grand hôtel. Malgré les provocations, Bilal Shah et les fidèles terminent leur prière. Il y a plusieurs milliers de fidèles ici et personne ne réagit à ce qu'ils disent. Personne n'a fait attention à eux. On les ignore tout simplement. Bilal est musulman comme 4% de la population danoise. Depuis 30 ans, la communauté a pris l'habitude de pratiquer son culte, au vu et au su de tous. Nous retrouvons Bilal dans la petite cité de la périphérie de Copenhague où il réside, à Golstrup. Il y habite avec sa femme et sa petite fille. Autour de chez eux, les habitants viennent d'un peu partout. De longue date, le pays a eu une politique migratoire très accueillante. Au rez-de-chaussée, il y a une jeune fille qui vient d'emménager. Là-bas, une famille pakistanaise. Il y a même une famille libanaise qui habitait là-bas. On a des gens de toutes les communautés, de tous les âges. Bilal est arrivé à l'âge de 1 an. Sa femme Dashra, elle, est née au Danemark. Ils sont d'origine pakistanaise. Ancien joueur professionnel de cricket, Bilal est aujourd'hui directeur commercial chez Qatar Airways. Il veut croire au modèle de tolérance et d'intégration de son pays. Tout le monde peut et doit accepter son voisin, car je pense que nos différences ne nous limitent pas mais nous rapprochent. Je suis convaincu que le Danemark a tout à gagner en acceptant cette société multiculturelle, plutôt que de la considérer comme un problème. Moi, je vois ça plutôt comme une chance, car le monde serait très ennuyeux s'il n'y avait qu'une seule culture. Bilal sait aussi que ce vivre ensemble est aujourd'hui très menacé. Aux yeux d'une partie des Danois, les musulmans sont de moins en moins les bienvenus, depuis 10 ans, dans le modèle scandinave. Copenhague, en été, c'est un peu la Côte d'Azur à la sauce nordique. À mi-chemin entre l'Allemagne et la Suède, baignée par les eaux de la mer Baltique, la capitale du Danemark est la championne du monde de l'écologie et du bien-être. La ville a même été élue capitale mondiale du bonheur par un organisme de l'ONU. Ce petit royaume se targue d'offrir à ses habitants un niveau de vie et des prestations sociales uniques au monde. On peut dire que c'est une forme de paradis.
Le Danemark, à majorité protestante, est un des pays d'Europe qui a accueilli le plus d'immigrants rapportés à sa population. Il a d'abord ouvert ses portes aux immigrants venus de l'Inde et du Pakistan, puis aux réfugiés d'Irak, du Liban et de Syrie. Mais depuis quelques années, la recette multiculturelle danoise a du plomb dans l'aile. La ville a connu récemment les émeutes urbaines les plus violentes de son histoire. On ne s'approche pas plus, reculez. Le pays est aujourd'hui déchiré entre une communauté musulmane très intégrée et une extrême droite de plus en plus provocatrice. Je propose que toutes les personnes qui adhèrent à la présence de l'islamisme radical au Danemark soient tuées. Le gouvernement traque les migrants clandestins, hommes, femmes et enfants, et les confine dans des centres de rétention en attendant d'être expulsés. Je crois que j'aurais préféré mourir plutôt que mes fils naissent ici derrière ces barreaux. Dernier projet du pays, une île pour parquer les migrants. Cette île, c'est un désastre pour la réputation du Danemark. Entre tolérance historique et crispation identitaire, le Danemark est-il en train de devenir schizophrène? Enquête sur un modèle scandinave qui se lézarde. Le symbole de l'ouverture et de la tolérance à la danoise, c'est un quartier un peu particulier de Copenhague. Comme un petit État dans l'État, il a ses propres lois, son drapeau et son nom, ville libre de Christiania. Il rassemble tout ce que Copenhague compte de libertaires, d'originaux ou de marginaux. Ce jour-là, la communauté s'est réunie pour célébrer Pachamama, la fête de la terre-mère. Dans une ambiance psychédélique, chacun se laisse aller à ses envies et à ses inspirations. Une communauté qui vit d'amour, d'eau fraîche et de partage. Aujourd'hui, nous avons une célébration. Alors j'ai été faire les poubelles et j'ai trouvé plein de nourriture. C'est une façon alternative de manger quelque chose qu'on partage. Depuis 4 ans qu'il vit ici, Ira connaît tout le monde. Je voulais te demander, tu pourrais me filer un peu de gingembre? Oui, je t'en donne pour maintenant, et ça, tu pourras le manger plus tard. Ça fait un petit moment que je vis ici. Parfois je dors dans des tentes, parfois je squatte des maisons, mais je n'ai pas vraiment de toit à Christiania. On va dire que ma maison n'a pas de toit. Fondée en 1973, Christiania, c'est l'unique endroit du pays dans lequel on peut acheter et fumer du cannabis en toute légalité. Les babacools de Copenhague côtoient les familles. Christopher et sa femme Mieke viennent ici depuis 20 ans. Jette-le plus loin. Tu dois l'en jeter encore plus loin. Si on le jette un peu partout, je crois que c'est plutôt les jeunes qui sont ici. Il y a une liberté à Christiania qui existe que ici à Christiania. Moi, je peux dire que Christiania, c'est un endroit où on peut se sentir libre. C'est le pays de la liberté, mais pas seulement. La plupart des Danois jouissent d'une qualité de vie exceptionnelle. Dans le quartier de Valby, c'est lundi et c'est l'heure du petit déjeuner. Mausi, tu veux emporter ce doudou aujourd'hui? Christopher, Mieke et leurs 3 enfants habitent ce 3 pièces de 150 mètres carrés. Les parents sont tous les 2 profs de français. On a notre jardin, on a des parcs, c'est vert ici. On aime bien. Je pense qu'on va rester ici. C'est Copenhague,
c'est notre ville. Bien sûr, on peut dire que c'est une forme de paradis. Ingrédient non négligeable de ce petit paradis, les salaires sont très élevés. On est professeurs tous les deux et on gagne 3 000 € net. Et en tout, ça fait 6 000 € après les impôts. C'est clair qu'on aimerait bien gagner plus, mais on vit bien avec ça. En plus de 2 salaires, la famille touche 800 € d'allocation mensuelle par enfant. Le modèle danois est l'un des plus généreux au monde. C'est l'heure du départ à l'école. À Copenhague, la journée commence tôt. Et surtout, elle commence à vélo. La famille est bien équipée. Allez, tout le monde à l'intérieur et vous attachez bien vos ceintures. À plus, ma puce. Bikes and babies, oui. On a tous un vélo avec, soit ça aussi c'est mon vélo, avec la caisse devant, ou bien ça, derrière. On y va. Le modèle danois rime de longue date avec écologie au quotidien. Dans cette ville d'1 million d'habitants, 2 habitants sur 3 possèdent un vélo. Partout, des parkings à vélo, parfois sur plusieurs étages. Le matin, c'est l'heure de pointe et des embouteillages. Au royaume du 2 roues, on ne plaisante pas avec le civisme et le respect de la circulation. Mieke a 20 minutes de vélo pour rejoindre son école. C'est aussi un peu sympa que des fois je rencontre mes élèves. Comment? Allez Lisa. Salut Loa. T'as vu, il y a du monde aujourd'hui. Le collège où elle enseigne n'a rien à voir avec les établissements français. La cour de récréation donne directement sur la rue. La grille est ouverte toute la journée. Aucun contrôle à l'entrée. Et surtout, aucune sécurité. Tout le monde peut passer, tout le monde peut rentrer dans le cours. Même s'il y a presque 1000 élèves dans le cours, on n'a pas peur. On a plus peur qu'il va tomber par le mur, mais on n'a pas peur que les gens rentrent, même si la rue, elle est juste là. Non, tu peux pas sauter. Descends de là. On se fait confiance. Je laisse mes affaires un peu partout parce que j'ai pas peur que des gens prennent mes affaires. Ou j'ai pas peur que mon enfant soit kidnappé si je la laisse ou le laisse dans la poussette devant la boulangerie pendant que je vais acheter un pain. Allez, tout le monde au soleil. Côté pédagogie, l'école danoise se veut à l'avant-garde des méthodes modernes. Ce matin, il fait beau. La jeune prof de français commence son cours dans la cour. Maintenant, vous allez essayer d'utiliser les prépositions. Devant, derrière, sous, sur. Vous vous rappelez? Écoutez, ça, c'est pas sérieux. Arrêtez ça. Arrêtez. Sous. Valdemar, viens ici. Tu te mets à côté. On a l'impression que les élèves sont pas hyper disciplinés. Non. T'as l'impression ou pas? Mais enfin, faites attention. C'est bien ça. Des élèves un peu turbulents, mais libres et heureux. Les ingrédients de la recette danoise du bien-être. Christopher et Mieke ne travaillent que 5 heures par jour. Ça laisse le temps de démarrer une autre journée. C'est presque trop beau pour être vrai. Copenhague attire pour sa qualité de vie hors norme, mais aussi pour ses fêtes très libérées. Chaque année, au mois de mai, le festival Distorsion rassemble 100 000 Danois et touristes venus de toute l'Europe. Les festivités durent 4 jours. C'est devenu une attraction touristique incontournable au Danemark. L'organisateur de cette gigantesque fiesta est français. Il a 45 ans et il s'appelle Thomas Fleurquin.
Ouais, ils me connaissent. Au bout de 20 ans, les gens ils me connaissent un peu. Le français appelle cela un carnaval viking. Tout le monde se mélange dans la mixité, la fraternité et la tolérance, sans limite d'âge. Pendant la fête, la ville se noie sous un flot d'alcool. 1 million de canettes de bière vont être sacrifiées. Et des centaines de litres de ces cocktails très fortement dosés. Mais selon l'organisateur, le dérapage à la viking resterait très contrôlé. Santé! Le Danois boit plus que le Français, mais il y a beaucoup moins d'agressivité. C'est plus normal d'être bourré dans la rue au Danemark qu'en France. Ici, c'est le carnaval vraiment positif. Les gens, ils se lâchent sans avoir la haine. Au détour d'une rue, le spectacle est étonnant. Des jeunes dansent, et pourtant on n'entend pas de musique. Pour ne pas déranger les riverains, l'organisateur a dû trouver une idée originale. On a des restrictions au niveau du bruit, donc on a décidé de faire une fête silencieuse. Parce que l'année dernière, ils ont commencé à faire de nouvelles restrictions. Ils ont dit « Ok, vous voulez qu'on fasse moins de bruit, on va faire pas de bruit ». Chacun écoute son DJ favori sur un casque connecté. Cadeau. Hé, toi, viens leur montrer. Tu peux changer la couleur de ton casque? Regarde la couleur. Bleu, rouge et vert. Et vert, voilà. Merci. Et donc là-haut, tu as les 3 DJ. Tu as le DJ bleu, le DJ vert et le DJ rouge. Et donc, ils font la bataille de celui qui a le plus de couleurs parce qu'ils arrivent à voir en live. Là, c'est le bleu qui gagne. Tout le monde est sur le bleu. C'est la nana. Au bout de 4 jours, des centaines de milliers de canettes jonchent le sol de la ville. Des SDF sillonnent les rues sacs plastiques à la main pour les ramasser. Elles partiront au recyclage. Sur les canettes comme ça, à Copenhague, au Danemark, il y a des consignes. Et donc tous les gens un peu démunis, ils travaillent avec ça. Et donc évidemment, la meilleure semaine de l'année pour eux, c'est Distorsion. Et on leur file des vestes comme ça parce que ça leur donne un peu une autorité. Parce qu'ils ne sont pas assez respectés. Ils sont tous, c'est tous des Rouméniens, des Blacks, un peu démunis. Et ça leur fait une grande différence au niveau social d'avoir une veste et d'être... on fait comme s'ils étaient officiels. Une canette égale une couronne. Cela fait l'équivalent de 100 000 € que se partageront à la fin du festival une centaine de SDF. Un mélange de bienveillance et de consensus, mais un modèle aujourd'hui qui se fissure. La fracture remonte à janvier 2006. À l'époque, une partie du monde musulman s'embrase. Drapeau danois brûlé, ambassade saccagée, le Danemark est pointé du doigt. En cause, la publication par un journal danois de 12 caricatures du prophète Mahomet. Des caricatures considérées par une partie des musulmans comme un blasphème et qui avaient fait scandale jusqu'en France lorsqu'elles avaient été publiées dans Charlie Hebdo. À Copenhague, des musulmans envahissent les rues par milliers pour dire leur colère. Les Danois prennent peur. L'extrême droite va alors s'engouffrer dans la brèche. Le 14 avril 2019, la ville est le théâtre d'émeutes, les plus violentes jamais enregistrées à Copenhague. À l'origine de ces violences, Rasmus Paludan, un avocat d'extrême droite. Il a coutume d'aller dans les quartiers immigrés, profaner le Coran et se livrer à des provocations anti-musulmanes. Le prophète Mohammed adorait baiser avec des chiens et des cochons. Essaye de faire ça avec la Bible si tu oses. Le plus souvent, ces diatribes dégénèrent. Ce jour-là, en pleine journée, des centaines de jeunes s'affrontent avec les policiers, brûlent des poubelles et détruisent du mobilier urbain dans le quartier de Nørrebro.
L'événement se soldera par 10 millions d'euros de dégâts et une vingtaine d'arrestations. Mais qui est ce Rasmus Paludan et quelles sont ses motivations? Après plusieurs demandes, il a accepté de nous recevoir. Il nous donne rendez-vous loin du centre-ville, au pied de cet immeuble, au siège de son minuscule parti d'extrême droite, le Stramkoers. L'homme nous reçoit dans un local en sous-sol. Dans ce minuscule 2 pièces, pas le moindre militant, pas la moindre équipe de campagne. Seulement un maître des lieux, très méfiant. Qui est là? Il est avec vous? Non. Alors on n'ouvre pas. Ici, c'est mon cabinet d'avocat, mais aussi le siège de mon parti. Par exemple, ici, vous voyez le poster qu'on a utilisé pour les élections municipales de 2017. Il y a les noms et... Soudain, quelqu'un frappe de nouveau à la porte. Comme l'avocat est candidat aux élections législatives, la loi danoise lui donne droit à une protection policière. Alors Paludan appelle un policier chargé de sa protection. Oui, c'est Rasmus. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de frapper à la porte. À force de provocations anti-musulmans, Paludan est aujourd'hui devenu une cible. Vous êtes inquiet pour votre sécurité? Oui, évidemment. Ces fenêtres ne sont pas blindées. Si quelqu'un a une arme, il peut me tirer dessus. Parano, l'homme préfère se cacher dans l'angle de la porte pour nous parler. Ceci était notre top 20 des personnes à expulser dans notre programme électoral. Ça dit Stramkoers top 20. Mettons-les dehors, si nécessaire, avec un parachute. Dans cette liste, quelques délinquants condamnés par la justice, mais aussi des militants des droits de l'homme qui n'ont commis aucun délit. Par exemple, la leader des Black Lives Matter au Danemark, Bwala Sorensen, on lui suggère de continuer son combat contre les Danois qu'elle considère comme des nazis en Zambie. Certains prennent le personnage pour un clown, d'autres alertent sur son idéologie ouvertement suprémaciste, une idéologie qui en France est passible de sanctions pénales. Le problème au Danemark, c'est que beaucoup de migrants et leurs enfants sont soit stupides, soit musulmans. C'est évident. Si vous mettez des gens à faible QI, dans un pays où la moyenne de QI est élevée, alors la moyenne générale du pays va chuter. C'est mathématique. Et vous, quel est votre QI? Vous avez déjà fait un test? Non, je n'ai pas fait de test de QI, mais je suis très satisfait. Content de lui, Rasmus Paludan a été condamné pour propos racistes en avril 2019. L'avocat a écopé d'une condamnation à 2 semaines d'emprisonnement avec sursis. Il a fait appel de cette décision. Pour faire le buzz, il doit sans cesse pousser plus loin l'outrance. Aujourd'hui, il va se servir de la protection policière auquel il a droit pour provoquer des musulmans. Il se rend à Avedør, une banlieue populaire de Copenhague, et sur place, l'avocat et ses idées racistes ne sont pas les bienvenus. Aucun respect. Putain d'idiot. Dégage. N'avancez pas, reculez. Cache-toi d'ici, là. Dégage. Tu ne fais pas ce que tu veux. T'es pas chez toi, ici. Tu veux provoquer? Tu ne fais pas ce que tu veux. Moi, je suis danois, moitié chrétien, moitié rien du tout. Alors il a le droit de dire ce qu'il veut, mais quand il vient ici insulter mes amis musulmans, il peut aller au diable. Petite merde. Et où sont les lois qui protègent du blasphème? Aucun respect pour les musulmans. Hein? Si je disais la même chose sur la Bible ou sur les putains de juifs, ça se passerait autrement. Chien, il n'y a aucun respect pour les musulmans. Ça fait 40 ans que je suis ici. Rasmus, on va se décaler. Vous allez vous mettre là-bas, on va se mettre en ligne devant vous. Avancez 3 mètres. 3 mètres, allez. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Eh bien, maintenant, nous allons brûler un Coran. Devant un public médusé, Rasmus Paludan sort sa pince à barbecue, son briquet de camping et brûle un exemplaire du livre sacré.
En France, brûler un Coran est considéré comme une provocation publique à la discrimination raciale et est passible d'1 an de prison et d'une lourde amende. Tu aimes ça, hein? Ça te plaît? Paradoxe de la situation, l'habitant en colère va être interpellé. Le provocateur pyromane, lui, s'en va, sous la protection de la police. Aussi extrêmes soient-elles, les idées de l'avocat sont de moins en moins isolées. Depuis 10 ans, les théories racistes et islamophobes de l'extrême droite danoise se sont peu à peu banalisées, jusqu'à devenir récurrentes dans la plupart des discours politiques, de gauche comme de droite. Un parti de gauche, le Radical B, est le seul à combattre ces idées. Ce matin, devant l'université de Copenhague, une poignée de militants distribuent des tracts aux étudiants. À leur tête, Morten Østergaard, le président du parti. Laissez-moi vous offrir un petit café. Je ne pense pas que les Danois soient racistes, mais je crois que certaines forces politiques ici au Danemark ou dans d'autres pays exploitent l'insécurité liée à la crise des migrants et l'immigration. Ils exploitent cette insécurité, non pas pour trouver des solutions, mais pour alimenter la peur. Le problème, c'est que le parti de Morten a du mal à se faire entendre. À l'extérieur du Parlement, des affiches de pub prônent la tolérance et l'intégration des femmes musulmanes. À l'intérieur des murs, les propos tenus sont bien différents. Récemment, une passe d'armes a opposé un député du Dansk Folkeparti, le parti d'extrême droite, à un député du parti de Morten. Écoutez, ne faudrait-il pas juste reconnaître que l'intégration de personnes venant de pays musulmans est impossible? Je vous mets au défi de m'indiquer un seul pays d'Europe de l'Ouest qui a réussi à intégrer les immigrés musulmans. Qu'on m'en indique un seul. Le député de gauche lui répond et va s'attirer les foudres de la présidente du Parlement. Peut-être qu'à force d'entendre ce genre de propos, j'aurais dû y devenir insensible. Mais ça me choque toujours d'entendre de tels propos racistes, des propos qui expriment de la haine. Épargnez-moi ça, s'il vous plaît. On ne s'accuse pas de racisme. Restons corrects, merci. Enfin, quand on affirme que toute une partie de la population ne peut pas s'intégrer, je m'autorise à qualifier cela de raciste. On ne discute pas avec la présidente. Je demande à ce que vous revoyiez et corrigez vos propos. La présidente du Parlement est elle-même membre du parti d'extrême droite. Le député de gauche est contraint de se taire. Nous retrouvons le député d'extrême droite, Kenneth Christensen, dans les couloirs du Parlement. Nous lui remontrons la vidéo de l'échange. Vous étiez content que la présidente du Parlement prenne votre défense? Oui, bien sûr. Et cela n'a rien à voir avec le racisme. C'est un fait que beaucoup ont admis avant moi. C'est lié à la religion musulmane, qui est une religion qui se considère supérieure aux autres et qui pense que les non-musulmans devraient se convertir aussi vite que possible. Ce discours extrémiste sur l'islam, le député n'a pas peur de le tenir, même à l'extérieur de l'Assemblée. Ce matin, il est invité à débattre sur l'intégration dans un lycée où la majorité des élèves sont issus de familles musulmanes. Je ne suis pas sûr d'avoir le meilleur accueil au monde. Mais bon, on ne sait jamais. Il y en a peut-être un ou deux qui vont bien m'aimer. Bonjour, bonjour. Le débat est organisé avec d'autres responsables politiques dans le cadre des élections législatives qui se préparent. L'accueil est plutôt chaleureux.
Bonjour à tous, je m'appelle Kenneth Christensen et je représente le Parti du Peuple. Pourtant, le député va très vite être pris à partie par plusieurs lycéens. Comment vous choisissez ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas s'intégrer? C'est quoi votre méthode? Dans le Danemark multiculturel, le port du voile est autorisé partout, même au lycée. Le député, lui, est farouchement contre, et ça ne passe pas. Je demande à Kenneth ce qu'il pense de la campagne de son parti, qui disait « ôtez votre voile et engagez-vous pour le pays ». Est-ce qu'il pense que c'est ce qu'on doit faire pour s'intégrer ? Le voile est un obstacle à l'intégration car c'est une prise de distance manifeste avec votre environnement. Vous comprenez ou pas ? Excusez-moi, je voudrais dire quelque chose. Vous ne pouvez pas dire de ne pas porter le voile à l'école ou dans des établissements publics, car ça exclurait une bonne partie de la population qui est déjà bien intégrée et qui s'en sort très bien. Alors, c'était un débat plutôt musclé, non ? Ah, mais c'est toujours un peu sport quand on parle d'immigration. Le député va gagner parmi les lycéens une supportrice. C'est pas facile à dire en public, mais en fait, je suis assez d'accord avec pas mal de choses que vous avez dites. Merci, c'est gentil à toi. Merci, au revoir. Même si son discours est encore loin d'être majoritaire, le député est plutôt satisfait de sa prestation. Ses idées gagnent du terrain et son parti gagne des adhérents de plus en plus jeunes. Nous avons rendez-vous à 300 km de Copenhague, à Vejle, dans une minuscule chambre d'hôtel, avec Christian et Tobias. Il est 8 heures et ils sont en plein débat vestimentaire. Je galère avec ma cravate. Ouais, il y a des jours comme ça où ça déconne complètement. C'est les pires jours. J'ai un sac avec tout ce qu'il faut. Tu as tout ? J'ai tout. Super. Tous deux viennent de Copenhague et sont militants de la section jeune du Parti du Peuple, le parti d'extrême droite. Eh les gars, super vos cravates. À 19 ans, Christian, cravate bleue, pochette blanche, en est le président. Eh, vous deux, on dirait que vous êtes habillés pareil. Ouais, mais moi j'ai une double manchette et pas lui. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai une manchette spéciale. S'il est nerveux, c'est qu'aujourd'hui Christian joue gros. Il organise le congrès annuel des jeunes de son parti et veut absolument le réussir. C'était un jour très important pour moi, parce que je consacre tout mon temps, tous mes loisirs et toute ma vie au parti. Ils sont une centaine ce jour-là, entre 16 et 22 ans. À première vue, rien ne les distingue des jeunes Danois de leur âge, si ce n'est que l'essentiel de leur programme politique est basé sur le rejet de l'islam. Il y a un problème culturel au Danemark. Nous sommes un pays chrétien, c'est ça nos valeurs. La religion islamique détruit la culture danoise et nous apporte de l'insécurité. Je pense que si les musulmans ne sont pas contents, le Danemark n'est peut-être pas un pays pour eux. Vous pensez être l'avenir du Danemark ? Bien sûr, c'est nous le futur du Danemark. Pour gagner sa vie, le jeune homme est assistant parlementaire d'un député d'extrême droite. Son ambition désormais, c'est d'être lui-même plus tard un élu. Alors il est au four et au moulin, dans les coulisses, comme devant les micros. Merci à tous. Chers tous, chers amis, chers membres du parti, ma chère seconde famille. Comme vous le savez, je m'appelle Christian Bülow, j'ai 19 ans et ça fait 2 ans que je suis à la direction du parti. Vient l'heure des discours, et c'est à qui tiendra les propos les plus radicaux. Avant, personne ne nous écoutait quand on disait que les viols, les mariages forcés, l'insécurité et l'oppression des femmes étaient du fait du multiculturalisme. On nous accusait de racisme. Et aujourd'hui, c'est une vérité reconnue. Je propose que toutes les personnes qui adhèrent à la présence de l'islamisme radical au Danemark soient tuées.
En France, ces propos sont considérés comme une incitation à la haine et à la violence et susceptibles de sanctions pénales. Le lendemain matin, quand s'annonce la fin du Congrès, c'est le moment pour le jeune président de sortir une surprise de son chapeau, une invitée. Vous savez à quelle heure elle arrive, Inger? Elle arrive dans 10 minutes. Christian mise beaucoup sur sa venue. Inge Støjberg n'est pas n'importe qui, elle a été ministre des Étrangers et de l'Intégration jusqu'en juin 2019. Bonjour Inger. Bonjour. Bienvenue, ça fait plaisir de vous rencontrer. Cette dame est une des stars de la politique au Danemark. Merci beaucoup d'être venu. Il y a 120 militants à l'intérieur qui ont hâte de vous entendre. Membre du Parti libéral, elle a été ministre dans un gouvernement centriste qui ne cachait pas son amitié avec le parti d'extrême droite. Elle n'a aucune réticence à se faire acclamer par Christian et ses amis. Ça me fait très plaisir d'être là, dans une salle remplie de bons citoyens avec qui je partage beaucoup de valeurs. Ce qui fait sa popularité, ce sont ses punchlines polémiques. Et ce jour-là, elle n'est pas venue les mains vides. Si on choisit de respecter le texte du Coran à la lettre, c'est difficile de vivre dans le monde occidental. Car vivre selon le Coran, c'est vivre comme au Moyen-Âge. Au milieu des militants chauffés à blanc, nous repérons un jeune homme à casquette. A priori, rien ne le distingue des autres, mais hors de question pour lui de leur décliner son identité. C'est un serveur du restaurant, il s'appelle Hassan et il est musulman. Je sais qu'elle déteste ma religion et ma culture, mais peut-être pas moi en tant que personne. Mais c'est vrai que quand je l'entends parler de ma religion et ma culture, je sais que je ne suis pas le bienvenu. Quand ces gens me regardent, ils pensent que je suis danois. Mais quand je dis mon nom, tout change. Lorsque la ministre s'en va, nous tentons de l'aborder. En France, pour être honnête, ce parti est considéré comme raciste. Qu'en pensez-vous? C'est complètement faux. Expliquez-nous pourquoi. Ils défendent les valeurs danoises. Et je pense que c'est central. La dame est embarrassée. Elle a été en première ligne de la politique que mène le Danemark envers les étrangers. Inger Støjberg, la dame de fer danoise qui ne voulait pas de migrants dans son pays. Après avoir accueilli plus de 100 000 migrants, entre 2005 et 2015, le Danemark a commencé à fermer ses portes. Sous l'impulsion de la ministre Inge Støjberg et de ses alliés d'extrême droite, le pays a quasiment fermé ses frontières aux réfugiés venus de Syrie et du Moyen-Orient. Depuis 2015, le gouvernement a multiplié les expulsions et ouvert une dizaine de centres de rétention comme celui-ci à travers le pays. Aujourd'hui, 40 000 migrants y sont parqués à l'écart, loin des regards. L'un de ces centres a beaucoup fait parler de lui, à l'occasion d'une visite de la ministre Inge Støjberg elle-même. Une femme tente de l'interpeller sur ses conditions de vie. En vain. La ministre s'échappe. Dans la bousculade, le véhicule ministériel écrase la jambe de la dame. Selon la police, la dame n'aurait eu que des blessures légères. Sur son compte Facebook, la ministre remercie son chauffeur et son garde du corps.
Je voudrais féliciter mon garde du corps et mon chauffeur pour leur travail. Sans vous, ça aurait pu mal finir. Elle n'aura pas un mot pour la dame. Nous avons obtenu l'autorisation d'entrer dans ce centre, à Sjalmark. Il est perdu au beau milieu de la campagne danoise, à plus de 100 km de Copenhague. Il est installé dans une ancienne caserne militaire. C'est le seul au Danemark à accueillir des familles avec des enfants. À l'extérieur des bâtiments, quelques installations rudimentaires et un terrain de basket. Nous avons pris rendez-vous avec Vahid, un Iranien qui demande l'asile politique. Il vit ici dans ce camp avec sa femme Neda et ses 2 enfants depuis 3 ans. Maja. On n'a pas de chambre. On a ce lit et on dort là. Toutes ces choses que tu vois, les jouets, cette chaise ou ces vêtements, ce sont des choses que des gens nous ont données. On a un frigo et un micro-ondes. En général, les autres familles n'en ont pas, car ici, on n'a pas le droit de se faire à manger nous-mêmes. Il n'y a que les familles qui ont des enfants âgés de 6 mois à 2 ans qui y ont droit, uniquement pour les biberons des bébés. Dans ce petit appartement, s'entassent les affaires que la famille reçoit des associations caritatives ou qu'elle a amassées pendant les 8 ans qu'a duré son errance depuis l'Iran. L'histoire de la jeune femme est terrible. Condamnée à être lapidée pour avoir refusé de se marier à un homme plus âgé, Neda a dû fuir le pays précipitamment avec son amoureux. Iran, Turquie, Grèce, Roumanie, Pologne, Allemagne, c'est finalement au Danemark que les ont déposés les passeurs qu'ils ont dû payer pour traverser l'Europe. Le couple a tout fait pour changer de vie. Ils se sont même convertis au christianisme, pensant pouvoir s'intégrer et être libres. Ils se sentent aujourd'hui pris au piège. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi, que tous les lundis, les mercredis et les vendredis, on doit aller pointer au poste de sécurité du centre. Mais on n'est pas des criminels, on est des personnes normales. J'ai les mains liées. Ce sont eux qui décident pour nous. Ils décident de ce qu'on mange, de comment on s'habille, de quand on peut sortir et quand on doit rentrer, à quelle heure on doit se coucher, mais aussi à quelle heure on doit se réveiller. Ils décident de tout pour nous. Comment vous voulez que je décide de mon avenir ? Je ne sais pas si je vais rester ici pendant 10, 15 ou 20 ans. Mais je ne peux pas rentrer en Iran. Et le Danemark ne nous accorde pas de titre de séjour. Notre seul avenir, c'est ce camp. Notre vie était très dure en Iran. Mais si j'avais su que mes enfants allaient naître en prison, je crois que j'aurais préféré mourir plutôt que mes fils naissent ici derrière ces barreaux. Formellement, le centre n'est pas une prison. Le jeune couple peut en sortir pendant la journée, pour des périodes de 2 heures maximum. Ils se retrouvent parfois dans la cour, avec les autres familles. Mais impossible pour eux, ne serait-ce que de prendre le bus pour aller en ville. Le couple n'a pas le droit d'avoir de l'argent. Un peu plus loin, derrière la forêt, il y a un petit étang où on peut aller. On aime bien aller là-bas pour se promener. Ça nous permet de passer un peu de bon temps, tous ensemble, en famille. Mais c'est la seule chose qu'on peut faire. Ça fait 7 ans qu'on vit au Danemark. Maintenant, c'est ça notre vie.
Signe du durcissement de sa politique migratoire, le gouvernement danois a eu une nouvelle idée, très radicale. Direction une petite bourgade portuaire à 120 km au sud de Copenhague, Kalvehav. Un projet du gouvernement menace cette bourgade paisible. À 5 km du rivage, juste en face du port, l'île de Lindholm fait polémique. Elle abritait jusqu'à présent un centre d'expérimentation animale. C'est là que le gouvernement veut parquer une centaine de migrants, des déboutés du droit d'asile et des délinquants en attente d'expulsion. Une île-prison en quelque sorte. Knut habite depuis plus de 20 ans dans ce pavillon qu'il a construit lui-même. Il est policier à la retraite et ce projet est une catastrophe pour lui. J'ai mis toute mon énergie et toutes mes économies pour construire cette maison. C'est tout ce que j'ai. Et maintenant, elle a perdu plus de la moitié de sa valeur. C'est un désastre pour moi. Tout ça à cause de l'île ? Oui, c'est à cause de l'île. Furieux, Knut anime un collectif d'habitants opposés au projet. Salut, moi c'est Knut. Alors on met le cap sur l'île ? Oui, c'est l'idée. On s'approche au maximum ? Oui. L'ancien policier sait que les migrants auront obligation de dormir sur l'île. Mais il sait aussi que dans la journée, ils seront libres de prendre le ferry pour aller dans son village. Et ça, c'est ce que Knut ne veut pas. Il y a à peu près 600 habitants dans mon village. Imaginez, 100 personnes qui débarquent ici en même temps. Et ces gens, ce sont tous des criminels. Donc forcément, les gens ont peur. Nous ne débarquerons pas sur l'île, c'est interdit. Il faut faire demi-tour. Sur le chemin du retour, l'ancien policier nous fait part de son malaise. Ce projet de camp de migrants cristallise les ambiguïtés de tout un peuple à propos des étrangers. Le Danemark est un pays démocratique. Nous avons toujours eu l'habitude de défendre les droits de l'homme et toutes les libertés en général. Alors cette île, c'est un désastre pour la réputation du Danemark. Oui, bien sûr, j'ai honte. C'est une situation vraiment très compliquée. Le projet du gouvernement danois a fait scandale dans toute l'Europe. Depuis notre tournage, l'extrême droite a été battue dans les urnes. Les élections législatives ont porté au pouvoir une majorité de centre-gauche, mais elle n'a remis en cause ni les lois anti-migrants, ni le projet de l'île de Lindholm.